Le nerf alvéolaire inférieur est le nerf responsable de l'innervation de la mâchoire, de la muqueuse, de la peau en regard de la mandibule. C'est un nerf important pour les chirurgiens dentistes car il innerve les dents, en particulier les dents inférieures. Il va falloir faire une anesthésie de ce nerf pour ne pas faire mal aux patients. Le nerf alvéolaire inférieur est une branche du nerf trijumeau. Le nerf trijumeau est un nerf crânien et son origine réelle est le plancher du quatrième ventricule. L'origine apparente du nerf trijumeau est le tronc cérébral. Le tronc cérébral est constitué de 3 parties. Une partie supérieure nommée le mésencéphale, un étage moyen nommé le métencéphale ou pont, et un étage inférieur nommé le myélencéphale ou bulbe rachidien. Les nerfs trijumeaux sont issus de la 5e paire de nerfs crâniens émergeant du tronc cérébral. C'est un nerf volumineux qui contient 2 racines. Une racine motrice petite qui induit l'innervation motrice des muscles de la mastication et une racine très volumineuse sensitive. Ces 2 racines vont se jeter dans un petit haricot que l'on appelle ganglion de Gasser, contenu dans un dédoublement de la dure mère appelé le cavum de Meckel. C'est à partir de ce ganglion que vont se détacher les 3 branches du trijumeau, le 5-1 nerf ophtalmique de Willis, le 5-2 nerf maxillaire et le 5-3 nerf mandibulaire. C'est à partir du nerf mandibulaire que va partir le nerf alvéolaire inférieur. À partir du ganglion trigéminal, le 5-1 ou nerf ophtalmique de Willis se dirige vers la fissure orbitaire supérieure. Cette fissure se trouve entre la petite aile et la grande aile du sphénoïde. Le 5-2 ou nerf maxillaire passe dans le foramen rond. Le foramen rond se trouve entre la racine supérieure et la racine moyenne de la grande aile du sphénoïde. Le 5-3 ou nerf mandibulaire passe dans le foramen ovale. Ce foramen ovale se situe entre la racine moyenne et la racine inférieure de la grande aile du sphénoïde. Du nerf mandibulaire se divisent 3 nerfs principaux sensitifs et une multitude de nerfs moteurs. On peut décrire un tronc antérieur moteur et un tronc postérieur sensitif. Le tronc postérieur sensitif donne 3 nerfs volumineux. Le nerf lingual, qui prend en charge l'innervation sensitive et sensorielle de la langue. Le nerf auriculotemporal, qui va remonter près de l'oreille pour innerver la tempe, qui va innerver l'articulation temporomandibulaire, mais surtout les téguments de la tempe. Et le nerf alvéolaire inférieur, qui va rejoindre la lingula ou épine de Spix, qui a un petit relief osseux et il va pénétrer dans la branche de la mandibule et sortir par le foramen mentonnier. Dans une vue médiale de la fosse infratemporale, nous pouvons décrire 2 muscles ptérygoïdiens, un médial et un latéral. On décrit aussi une aponévrose interptérygoïdienne qui sépare les plans musculaires des ptérygoïdiens. Le nerf alvéolaire inférieur passe en dedans de cette aponévrose interptérygoïdienne et il va arriver dans la mandibule pour pénétrer dans l'os au niveau de la lingula ou épine de Spix, qui est le repère osseux que tous les dentistes connaissent. En effet, c'est à ce niveau qu'ils vont effectuer l'anesthésie du nerf alvéolaire inférieur. Il existe 2 principales branches collatérales du nerf alvéolaire inférieur. Une première qui s'anastomose avec le nerf lingual, une seconde branche nommée le nerf myloïdien qui naît du bord postérieur du nerf alvéolaire inférieur. Il chemine vers le bas et l'avant. Il est accompagné de l'artère mylohyoïdienne. Il donne lui-même plusieurs branches et participe à l'innervation de la gencive. Il se termine en donnant une branche qui innerve le muscle mylohyoïdien et une deuxième branche qui innerve le ventre antérieur du digastrique. Le nerf alvéolaire inférieur donne également, lors de son cheminement dans le canal mandibulaire, de nombreux rameaux destinés à la gencive et aux rameaux des molaires et prémolaires mandibulaires. Enfin, le nerf alvéolaire inférieur donne 2 branches terminales. Le nerf mentonnier qui sort par le trou mentonnier pour innerver le menton et la lèvre inférieure. Le nerf incisif qui ne sort pas par le foramen mentonnier et qui continue dans la direction du nerf alvéolaire inférieur. Il donne des rameaux destinés aux racines des canines et incisives mandibulaires.
La carotide externe traverse le rideau stylien qui est constitué du muscle styloïdien et du muscle digastrique. Ainsi, il arrive dans la région parotidienne et se divise. Premièrement en une branche temporale. La branche temporale et le nerf auriculotemporal forment ensemble le pédicule temporal. Deuxièmement, la carotide externe se divise en artère maxillaire interne. L'artère maxillaire interne va dans la fosse infratemporale et passe dans la boutonnière de Juvara dans l'espace interptérygoïdien. Elle se divise en multiples branches pour vasculariser toute la face. L'artère maxillaire interne donne l'artère alvéolaire inférieure qui chemine avec le nerf alvéolaire inférieur dans le canal mandibulaire. De plus, l'artère maxillaire interne donne une artère très importante qui est l'artère méningée moyenne qui est en rapport avec le nerf auriculotemporal. Cette artère est responsable de la vascularisation de la dure-mère et de la région de la tempe. Dans le schéma en vue médiale, on voit que l'artère méningée moyenne monte dans le crâne par le foramen épineux, puis elle longe la dure-mère dans la région temporale. Ainsi, elle peut causer des hématomes extraduraux. On peut voir ici la valve externe de la mandibule, puis le nerf alvéolaire inférieur qui va rentrer par l'épine de Spix. On a également la valve interne de la mandibule, et si on l'écarte et qu'on part en avant, en fin de trajet, le nerf va ressortir à son émergence au trou mentonnier. Ce nerf va ensuite se diviser en plusieurs branches sensitives pour ses différents territoires d'innervation au niveau de la lèvre. Le nerf alvéolaire inférieur est constamment menacé par les fractures de la mandibule et les actes effectués par les chirurgiens dentistes, comme la pose d'implants et l'extraction des dents de sagesse. Ok, donc il est dans son canal et vous voyez que là il est continu. Donc vous comprenez pourquoi si vous mettez un implant à cet endroit-là, ce qui est la zone par exemple édentée chez cette dame, hein, vous allez vouloir forer, mais si vous faites un forage un petit peu profond, vous allez retrouver sur le canal du nerf. Ok ?